La rentrée du 8 janvier. Le soleil de janvier entrait par les grandes fenêtres du complexe scolaire Excellence, projetant des rectangles dorés sur le sol fraîchement ciré. C'était le premier jour de classe après les vacances de Noël et du Nouvel An, et l'effervescence était palpable dans les couloirs. La classe de CM2 bourdonnait comme une ruche. Les élèves, encore gonflés de l'euphorie des fêtes, parlaient tous en même temps, comparant leurs exploits de vacances et surtout, leurs cadeaux. Mon père m'a offert le dernier iPhone. Claironnait Draman, un garçon dodu au teint clair, agitant son téléphone rutilant comme un trophée. Avec tous les accessoires. Écouteurs sans fil, coque en diamant, tout. Draman était le fils du plus grand importateur de produits électroniques de la ville. À 12 ans, il portait déjà des vêtements de marque qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de certains parents d'élèves. Mais il avait un don pour faire rire toute la classe avec ses blagues et ses grimaces. Ce n'est rien ça, renchérit Fatoumata, une fille aux nattes impeccablement tressée, portant une robe rose flambant neuve. Moi, mes parents m'ont emmenée à Paris pour Noël. Paris. On a mangé dans la tour Eiffel. Vraiment? Dans la tour? Demanda quelqu'un, impressionné. Bon, pas dans la tour, mais juste à côté, admit elle avec un geste vague de la main. Mais c'était quand même incroyable. Au fond de la classe, 3 élèves restaient silencieux. Aya, une fillette mince aux grands yeux tristes, fixait son cahier usagé. Orpheline depuis l'âge de 7 ans, elle vivait avec sa grand-mère qui vendait des beignets au marché. Sa tenue scolaire, bien que propre et repassée avec soin, était visiblement trop petite. Les manches s'arrêtaient bien avant ses poignets point Astou, assise 2 rangées devant elle, tripotait nerveusement le bas de sa chemise. Elle vivait avec sa tante depuis que ses parents avaient dû partir travailler dans une autre ville, à 8 heures de route. Sa tante la traitait davantage comme une bonne que comme une nièce, la réveillant à 5 heures du matin pour faire toutes les corvées avant l'école. Et puis il y avait Mamadou, le fils du gardien de l'école, qui se faisait tout petit sur sa chaise, espérant que personne ne lui demanderait ce qu'il avait reçu pour Noël. L'arrivée de Monsieur Abdoulaye. À 8 heures précises, la porte de la classe s'ouvrit. Monsieur Abdoulaye Traoré entra, et instantanément, le brouhaha se transforma en silence respectueux. À 35 ans, Monsieur Abdoulaye enseignait l'éducation civique et morale depuis 10 ans. C'était un homme de taille moyenne, aux lunettes rondes qui lui donnaient un air de sage, toujours vêtu de façon impeccable, aujourd'hui, un costume beige avec une cravate vert foncé. Mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son regard. Un regard qui voyait tout, qui comprenait tout. Les élèves disaient qu'il avait des yeux de psychologue. Il pouvait repérer un enfant qui souffrait en silence, détecter un mensonge à 100 mètres, sentir un malaise dans la classe avant même que les élèves n'en prennent conscience eux-mêmes. « Bonjour, mes chers élèves », dit-il de sa voix calme et posée. « J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. »« Oui, monsieur », répondit le cœur enthousiaste. Il posa sa serviette sur le bureau et laissa son regard balayer la classe. Il s'arrêta imperceptiblement sur Aya, puis sur Astou, puis sur Mamadou. Il vit ce que les autres ne voyaient pas, les épaules affaissées, les regards qui fuyaient, les mains qui tremblaient légèrement. Mais il sourit et dit simplement « Bien. Nous commencerons dans quelques minutes. En attendant, rangez vos affaires correctement. » À 9h30, pendant la récréation, la cour de l'école ressemblait à un salon d'exposition. Les enfants des familles aisées avaient formé un cercle, exhibant leurs cadeaux comme des paons déployant leurs plumes. Draman faisait des démonstrations de son iPhone, prenant des selfies avec des filtres qui transformaient tout le monde en lapin ou en robot. « Regardez ça », riait-il en filmant. « Je peux même faire des vidéos en 4K. Mon père dit que c'est la même technologie qu'utilisent les professionnels. » « Moi, j'ai eu une montre connectée, » annonça Kader en agitant son poignet. « Elle compte mes pas, mesure mon rythme cardiaque, et elle peut même répondre aux messages. »« Bof, » dit Draman avec un sourire taquin. « C'est bien, mais ça vaut combien ? 50 000 francs ? Mon téléphone coûte 500 000. » Un silence admiratif accueillit cette déclaration. Aya, qui était allée chercher de l'eau à la fontaine, se retrouva malgré elle près du groupe. Draman, toujours jovial mais parfois maladroit, l'interpella. « Aya. Et toi, qu'est-ce que tu as eu pour Noël ?» L'intérêt du groupe se tourna vers elle. Aya sentit ses joues brûler. « J'ai. »« Quoi ? Un téléphone aussi ?» insista Draman sans malice. « Laisse-la, elle n'a rien eu, » intervint Mariam, une fille au visage anguleux et au regard cruel. « Tu ne sais pas qu'elle est orpheline ? Sa grand-mère vend des beignets au marché. Comment veux-tu qu'elle lui achète des cadeaux ?» Le silence qui suivit était lourd et embarrassé. Quelques enfants ricanèrent nerveusement. « Les beignets de ta grand-mère, c'est ça ton cadeau ?
se moqua Mariam. Au moins, c'est gratuit. Aya sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle serra les poings et baissa la tête. Eh bien moi, dit soudain une voix calme, je trouve que les beignets de maman Aminata sont les meilleurs de toute la ville. Tout le monde se retourna. C'était Monsieur Koné, le professeur d'éducation physique et sportive. Youssouf Koné, 25 ans, était le professeur le plus populaire de l'école, surtout auprès des élèves. C'était un jeune homme au physique impressionnant, 1,85 m de muscles ciselés par des années de musculation et d'arts martiaux. Il ressemblait à une statue grecque, avec ses bras massifs, ses abdominaux visibles même sous son polo de sport, et sa posture de guerrier. Mais ce qui impressionnait vraiment les élèves, ce n'était pas sa force physique. C'était son regard. Ferme, confiant, mais jamais méchant. C'était le regard de quelqu'un qui avait affronté des épreuves et en était sorti plus fort. « Monsieur Koné » s'exclamèrent plusieurs élèves. Il s'approcha du groupe, son pas assuré résonnant sur le béton de la cour. « J'ai entendu parler de cadeaux, dit-il en croisant ses bras massifs. C'est bien d'avoir reçu des choses pour Noël. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose. Les enfants se turent, captivés. Quand j'avais votre âge, ma famille n'avait pas d'argent. Mon père était malade, ma mère faisait des ménages. À Noël, nous n'avions pas de cadeaux. Pas de téléphone, pas de montre, rien. » Il marqua une pause, laissant ses paroles faire leur effet. Mais ma mère me faisait quelque chose de spécial chaque année. Elle me cuisinait mon plat préféré, du riz au gras avec beaucoup de viande. Elle économisait toute l'année pour acheter cette viande. Et elle me disait, « Mon fils, le vrai cadeau, c'est l'amour que je mets dans ce plat. C'est le sacrifice que je fais pour te voir sourire. » Il regarda Aya directement. « Les beignets de ta grand-mère, c'est son amour pour toi, Aya. Elle se lève à 4 heures du matin pour les préparer. Elle reste debout toute la journée au soleil pour les vendre. Et pourquoi ? Pour que tu puisses aller à l'école. C'est ça, le vrai cadeau. » Aya leva les yeux, surprise de sentir de la chaleur dans sa poitrine au lieu de la honte. « Un téléphone, » continua Monsieur Koné en se tournant vers Draman, « c'est bien. Mais dans 6 mois, il y aura un modèle plus récent et celui-ci sera vieux. » L'amour d'une grand-mère, lui, ne vieillit jamais. Draman, pour une fois, resta silencieux. Il n'avait pas l'air vexé, juste, pensif. « Allez, » dit Monsieur Koné avec un sourire. « La récréation est finie. Et cet après-midi, je vous prépare un entraînement qui va vous faire oublier vos téléphones. » Les élèves rirent et commencèrent à se disperser. Monsieur Koné posa doucement sa main sur l'épaule d'Aya. « Ne laisse personne te faire sentir moins importante à cause de ce que tu n'as pas, » murmura-t-il. « Ce que tu es vaut 1000 fois plus que ce que tu possèdes. » L'après-midi, c'était le cours d'histoire-géographie avec Madame Annabelle Koné, aucun lien de parenté avec le prof de sport, malgré le nom identique. À seulement 20 ans, Annabelle était la plus jeune professeure de l'école. Petite, pétillante, avec des lunettes à monture rouge et une collection infinie de robes colorées, elle enseignait avec une passion contagieuse. Aujourd'hui, elle portait une robe jaune vif qui semblait refléter le soleil. Mais sous son apparence joviale et son sourire facile se cachait une enseignante exigeante. Très exigeante. Elle ne tolérait ni le travail bâclé, ni les excuses faciles, ni l'injustice sous quelque forme que ce soit. « Bon après-midi, mes brillants élèves », lança-t-elle en entrant comme une tornade d'énergie. « J'espère que vos cerveaux sont bien reposés après les vacances parce qu'aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps. » Elle écrivit au tableau en grandes lettres. « L'esclavage et l'inégalité sociale. » « Qui peut me dire ce qu'est l'esclavage ?» demanda-t-elle. Plusieurs mains se levèrent. Elle désigna Astou, qui avait levé timidement la main. « C'est quand des personnes sont obligées de travailler sans être payées, madame, » dit Astou d'une petite voix. « Exactement, » applaudit Madame Annabelle. « Et pourquoi pensez-vous que certaines personnes pensaient avoir le droit de faire ça à d'autres ? Parce qu'ils étaient plus riches ?» proposa quelqu'un. « Parce qu'ils avaient plus de pouvoir » ajouta un autre. « Oui, et aussi, » dit Madame Annabelle en faisant face à la classe, parce qu'ils pensaient qu'avoir plus d'argent ou un statut social plus élevé les rendait supérieurs. Que les pauvres étaient moins humains. Moins importants. Elle laissa ces mots flotter dans l'air. Mais devinez quoi ? Ils avaient complètement tort. Un roi et un paysan ont le même nombre de battements de cœur. Les mêmes rêves. Les mêmes peurs. La même valeur. Draman leva la main. Oui, Draman. Mais madame, si tout le monde a la même valeur, pourquoi certains sont riches et d'autres pauvres ? Excellente question, dit-elle, visiblement ravie.
quelqu'un veut répondre. Un silence pensif s'installa. La richesse, commença Madame Annabelle en s'asseyant sur le rebord de son bureau, n'est pas un indicateur de valeur humaine. C'est juste des circonstances. Parfois, c'est le travail acharné. Parfois, c'est la chance. Parfois, c'est l'héritage familial. Et souvent, c'est une combinaison de tout ça. Elle regarda Mariam, qui avait été si méchante avec Aya ce matin. Mariam, tu es née dans une famille aisée, n'est-ce pas? Oui, madame, répondit fièrement Mariam. Et as-tu fait quelque chose pour mériter cette chance? As-tu travaillé avant de naître pour choisir ta famille? Mariam fronça les sourcils, confuse. Non, madame. Exactement. C'est de la chance. Une chance merveilleuse, certes, mais de la chance quand même. Être né riche n'est pas un accomplissement personnel. C'est un cadeau. Et qu'est-ce qu'on fait avec les cadeaux? On dit merci, proposa timidement quelqu'un. Oui, et on partage. Madame Annabelle se leva et commença à marcher entre les rangées. L'inégalité n'est pas le problème. Le problème, c'est quand ceux qui ont plus utilisent leur position pour humilier ou rabaisser ceux qui ont moins. L'histoire nous enseigne que toutes les grandes civilisations qui ont permis cela ont fini par s'effondrer. Elle s'arrêta devant Aya. Aya, peux-tu me dire quel est ton rêve? Aya, surprise d'être interpellée, balbutia. Je veux devenir médecin, madame. Pour soigner les gens qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital. Un murmure admiratif parcourut la classe. Voilà, dit Madame Annabelle en souriant. Aya n'a pas reçu de cadeau de Noël coûteux, mais elle a quelque chose de bien plus précieux. Un rêve qui va changer le monde. Qui peut dire qu'un téléphone fera jamais ça? Draman leva la main. Madame, je me sens un peu mal maintenant. Madame Annabelle éclata de rire. Ne te sens pas mal, Draman. Profite de tes cadeaux. Mais rappelle-toi juste que ce que tu possèdes ne définit pas qui tu es. C'est ce que tu fais avec ce que tu as qui compte. Le lendemain, pendant le cours d'éducation civique et morale, Monsieur Abdoulaye avait préparé quelque chose de spécial. Quand les élèves entrèrent dans la classe, ils trouvèrent une disposition inhabituelle. Les tables avaient été poussées contre les murs, et au centre de la pièce, il y avait un grand cercle de chaises. Bonjour, dit Monsieur Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice un peu différent. Asseyez-vous en cercle, s'il vous plaît. Les élèves échangèrent des regards intrigués, mais obéirent. Une fois tout le monde installé, Monsieur Abdoulaye prit place dans le cercle également. Cet exercice s'appelle « le jeu de l'empathie », expliqua-t-il. Je vais vous poser des questions, et si la réponse est oui pour vous, vous vous levez. Pas de moquerie, pas de commentaires. Juste de l'observation et du respect. Il laissa un silence s'installer. Première question, levez-vous si vous avez reçu un cadeau pour Noël. La majorité de la classe se leva. Aya, Astou, Mamadou et quelques autres restèrent assis. Monsieur Abdoulaye laissa tout le monde observer qui était debout et qui était assis. Rasseyez-vous. Deuxième question, levez-vous si vous avez déjà eu faim sans pouvoir manger à votre faim. Cette fois, moins d'élèves se levèrent. Astou se leva, les larmes aux yeux. Mamadou aussi. Et à la surprise générale, Draman se leva également. Draman? S'étonna quelqu'un. Quand j'étais petit, dit Draman calmement, avant que mon père ne réussisse en affaires, nous n'avions presque rien. Je me souviens d'être allé au lit en ayant faim plusieurs fois. Un nouveau silence, respectueux cette fois. Rasseyez-vous. Levez-vous si vous vivez avec vos deux parents biologiques. Environ la moitié de la classe se leva. L'autre moitié resta assise, dont Aya, orpheline, Astou, loin de ses parents, et même Fatoumata qui vivait avec sa mère uniquement depuis que ses parents avaient divorcé. Question après question, Monsieur Abdoulaye tissait une toile de compréhension. Chaque élève réalisait que derrière les façades, tout le monde avait ses luttes, ses douleurs, ses défis. Levez-vous si vous vous êtes déjà senti seul, même entouré de gens. Presque toute la classe se leva. Levez-vous si vous avez déjà été moqué ou humilié. Tout le monde se leva. Sans exception. Monsieur Abdoulaye se leva également. Moi aussi, dit-il simplement. Quand j'étais jeune, on se moquait de moi parce que je portais des lunettes. On m'appelait « quatre yeux ». Ça m'a fait très mal. Il fit une pause. Dernière question, et c'est la plus importante. Restez debout si vous pensez qu'avoir de l'argent ou des biens matériels vous rend meilleur qu'une autre personne. Tout le monde se rassit. Lentament. Pensivement. Bien,
dit monsieur Abdoulaye avec un sourire triste. Maintenant, vous comprenez. Nous sommes tous humains. Nous avons tous des joies et des peines. Ce qui nous sépare, ce ne sont pas nos possessions, mais notre capacité à voir l'humanité dans les autres. Il retourna à son bureau et sortit quelque chose de son tiroir. J'ai apporté quelque chose pour vous montrer. C'était une vieille photo en noir et blanc. Ceci, dit-il en la montrant, c'est ma classe quand j'avais votre âge. Vous voyez ce garçon-là? Il pointa un enfant maigre en haillons au dernier rang. C'est moi. Ma famille était si pauvre que je venais à l'école sans petit déjeuner la plupart du temps. Mes vêtements étaient rapiécés par ma mère. Les élèves regardaient, fascinés. Et vous voyez ce garçon devant. Il montra un enfant bien habillé au premier rang. C'était le fils du directeur de l'école. Il avait tout. Et il me moquait tous les jours de ma pauvreté. Il reposa la photo. Savez-vous ce qui s'est passé? J'ai étudié dur. Très dur. Je suis devenu professeur. Et ce garçon riche qui se moquait de moi? Il n'a rien fait de sa vie. Il a gaspillé toutes les opportunités que son privilège lui offrait. Il regarda chaque élève dans les yeux. La leçon n'est pas que les riches sont mauvais ou que les pauvres sont meilleurs. La leçon est que ce qui compte, c'est le caractère. C'est la gentillesse. C'est le respect. Peu importe que vous ayez un iPhone ou des chaussures trouées, si vous êtes cruel, vous êtes pauvre de cœur. Une semaine plus tard, Madame Annabelle annonça un projet spécial. Nous allons faire un exercice créatif, dit-elle avec excitation. Chacun de vous va créer une présentation sur le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Mais attention, ce ne peut pas être un objet matériel. Ça doit être un moment, une personne, une leçon, une expérience. Les élèves grognèrent. Madame, mais nos cadeaux de Noël, on ne peut pas en parler, protesta Kader. Non. Trouvez quelque chose de plus profond. Vous avez 2 semaines. 2 semaines plus tard, les présentations commencèrent. Draman fut le premier à passer. À la surprise générale, il ne parla pas de richesse ou de possession. Le plus beau cadeau que j'ai reçu, commença-t-il, un peu nerveux, c'est quand mon père m'a emmené visiter l'orphelinat où il donne de l'argent chaque mois. J'ai vu des enfants qui n'avaient rien, mais qui souriaient et jouaient comme nous. Et j'ai réalisé combien j'avais de la chance. Il regarda Aya. Et depuis, chaque fois que je me plains de ne pas avoir le dernier jeu vidéo ou le dernier truc à la mode, je pense à ces enfants. Ça m'a changé. Madame Annabelle applauded chaleureusement. Mariam passa ensuite. Elle parla de sa petite sœur qui était née malade et qui avait failli mourir. Quand elle s'est rétablie, dit Mariam, la voix tremblante, j'ai compris que l'argent ne pouvait pas tout acheter. On a eu beau payer les meilleurs médecins, c'était la volonté de Dieu qu'elle vive. Et depuis, je suis plus reconnaissante pour ma famille. Puis vint le tour d'Astou. Elle se leva lentement, terrifiée de parler devant tout le monde. Mais quand elle commença, sa voix devint plus forte. Le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, c'est la lettre que ma mère m'envoie chaque mois. Elle travaille loin pour pouvoir payer mon école. Dans ces lettres, elle me dit combien elle m'aime et combien elle est fière de moi. Je garde toutes ces lettres sous mon oreiller. Plusieurs élèves avaient les larmes aux yeux. Ma tante me traite mal, continua Astou, et Madame Annabelle se redressa, alerte. Elle me fait travailler beaucoup et me dit que je suis un fardeau. Mais quand je lis les lettres de maman, je me rappelle que je suis aimée. Que j'ai de la valeur. Et ça me donne la force de continuer. Madame Annabelle prit note mentalement de parler avec la direction de cette situation. Enfin, Aya passa en dernière. Elle monta à l'avant, tenant une petite boîte en carton. Mon plus beau cadeau, dit-elle en ouvrant la boîte, c'est ça. Elle sortit un bracelet fait de perles colorées, visiblement fait main. Ma grand-mère me l'a fait quand j'avais 7 ans, juste après que mes parents soient morts dans l'accident. J'étais triste tout le temps. Je ne voulais plus vivre. Le silence dans la classe était absolu. Ma grand-mère m'a pris les mains et m'a dit « Aya, regarde ce bracelet. Chaque perle représente une raison de sourire. Le soleil, les étoiles, les beignets chauds, les amis, l'école, les rêves. Quand tu es triste, compte les perles et rappelle-toi toutes les raisons de continuer. » Elle leva le bracelet. Ce bracelet n'a aucune valeur marchande. Mais pour moi, il vaut plus que tous les téléphones du monde. Parce qu'il m'a sauvé la vie. Quand elle finit, Draman se leva et commença à applaudir. Puis toute la classe l'imita. Madame Annabelle pleurait ouvertement. Le vendredi après-midi, Monsieur Connet avait organisé un tournoi sportif interclasse. Aujourd'hui, annonça-t-il de sa voix de stentor,
Nous allons former des équipes mixtes. Riches, pauvres, forts, faibles, tout le monde ensemble. Parce que dans le sport comme dans la vie, ce qui compte c'est l'équipe, pas l'individu. Il forma délibérément des équipes mélangeant les élèves de milieux différents. Draman se retrouva dans la même équipe qu'Aya et Mamadou. Mariam avec Astou. Le premier jeu était un relais. Draman, malgré son iPhone à 500 000 francs et ses vêtements de marque, courut aussi vite qu'il put. Mais il n'était pas très sportif. Il trébucha, tomba, et laissa tomber le bâton de relais. « Allez, Draman !» hurla Aya depuis la ligne de touche. « Tu peux le faire. » Il se releva, reprit le bâton, et termina tant bien que mal. Quand il arriva, Aya le félicita avec un grand sourire. « Tu as été génial. Tu ne t'es pas arrêté même après être tombé. » Dramain, Halatant, Surat. C'est vrai. C'est vrai. Le courage n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours se relever. Monsieur Koné les observait de loin, un sourire satisfait sur le visage. Lors du jeu suivant, un match de football, quelque chose de magique se produisit. Aya, qui n'avait jamais eu de chaussures de sport décentes et jouait pieds nus, marqua un but spectaculaire. Toute l'équipe se précipita pour la féliciter, y compris Draman qui la souleva en riant. « Tu es incroyable, Aya. » Et pour la première fois depuis longtemps, Aya se sentit égale. Pas moins. Pas inférieure. Juste, une élève parmi d'autres. À la fin du tournoi, Monsieur Koné rassembla tout le monde. « Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de beau, dit-il. J'ai vu des enfants qui, il y a 2 semaines, ne se parlaient pas parce qu'ils venaient de milieux différents, travailler ensemble, s'encourager, se soutenir. » Il pointa Draman et Aya. Draman a appris qu'Aya est rapide et courageuse. Aya a appris que Draman peut être généreux et drôle. Ils ne se sont pas vus comme riches et pauvres. Ils se sont vus comme coéquipiers. Il leva les bras. C'est ça, la vraie leçon. Dans la vie, nous sommes tous dans la même équipe. L'équipe humanité. Et nous gagnons ou perdons ensemble. Le lundi suivant, quelque chose d'étonnant se produisit. Draman arriva à l'école avec un grand sac. Pendant la récréation, il rassembla un groupe d'élèves, y compris Aya, Mamadou et Astou. « J'ai réfléchi, dit-il, un peu gêné. Mon iPhone est cool, mais j'ai un vieux téléphone qui fonctionne encore parfaitement. Alors j'ai demandé à mon père si je pouvais donner l'iPhone à quelqu'un qui en aurait besoin. » Il regarda Mamadou, dont le père gardien de nuit avait du mal à joindre les 2 bouts. « Mamadou, tu n'as jamais eu de téléphone, non ?» Mamadou secoua la tête, stupéfait. « Eh bien maintenant, tu en as un. Pour que tu puisses appeler tes parents si tu as besoin. Pour que tu puisses faire tes devoirs en ligne. Pour que tu puisses être connecté. » Il lui tendit l'iPhone. Mamadou le regarda comme si c'était un objet venu d'une autre planète. « Mais c'est trop, je ne peux pas. » « Si, tu peux, » insista Draman avec un grand sourire. « Madame Annabelle a dit que ce qu'on fait avec ce qu'on a, c'est ce qui compte. Eh bien, je fais quelque chose de bien avec ce que j'ai. » Mamadou prit le téléphone avec des mains tremblantes, les larmes aux yeux. « Merci, merci tellement. »« Attends, j'ai pas fini, » dit Draman en fouillant dans son sac. Il sortit une paire de chaussures de sport neuves. « Aya, j'ai remarqué que tu joues toujours pieds nus. Ma sœur avait acheté ces chaussures, mais elles sont trop petites pour elle. Elles sont neuves. Tu veux les essayer ?» Aya n'en croyait pas ses yeux. C'étaient de vraies chaussures de sport, blanches avec des bandes bleues, exactement sa taille. « Yeah. Draman, c'est trop. »« Non, c'est juste assez, » dit-il en riant. « Tu m'as appris qu'on peut être fort même sans avoir d'argent. Maintenant, laisse-moi t'apprendre qu'on peut être généreux justement parce qu'on a de l'argent. » Puis il se tourna vers Astou et lui tendit un sac rempli de fournitures scolaires. « J'ai vu que tes cahiers sont vieux et que tu n'as pas de stylo coloré. Voilà. Pour que tu puisses bien étudier. » Astou éclata en sanglots et serra Draman dans ses bras. « Tu es un ange. »« Non, » dit Draman en devenant rouge. « Je suis juste un gars qui a appris une leçon importante. » Monsieur Abdoulaye, qui avait observé la scène de loin, s'approcha. « Draman, » dit-il simplement, « tu viens de faire le geste le plus adulte et le plus noble que j'ai vu cette année. Je suis fier de toi. » Draman bomba le torse, visiblement ému. « Merci, monsieur. Mais c'est grâce à vous. Grâce à tous les professeurs. Vous nous avez appris que l'argent ne fait pas la valeur d'une personne.
Suite à la révélation d'Astou concernant sa tante, M. Abdoulaye agit rapidement. Il convoqua une réunion avec le directeur de l'école, la tante d'Astou, et un représentant des services sociaux. Dans le bureau du directeur, la tante d'Astou, Madame Fofana, était assise avec un air défensif. « Je ne comprends pas pourquoi je suis ici, » dit-elle sèchement. « Je loge cette enfant, je la nourris, je l'habille. Que demander de plus ?» Monsieur Abdoulaye, calme mais ferme, ouvrit un dossier. « Madame Fofana, Astou arrive à l'école fatiguée chaque matin. Elle s'endort parfois en classe. Quand nous avons enquêté, nous avons découvert qu'elle se réveille à 5 heures pour faire toutes les corvées de la maison avant de venir à l'école. Est-ce vrai ?» La tante croisa les bras. Elle doit contribuer. Ce n'est pas gratuit de l'héberger. Elle a 12 ans, intervint le directeur, Monsieur Diallo. C'est une enfant, pas une domestique. Ses parents m'envoient de l'argent chaque mois pour ses besoins, ajouta Monsieur Abdoulaye. Cet argent couvre largement ses frais. Elle n'a pas à payer son hébergement avec du travail forcé. La représentante des services sociaux, Madame Keta, prit la parole d'une voix sévère. Madame Fofana, ce que vous décrivez constitue une forme de maltraitance infantile. Nous avons contacté les parents d'Astou. Ils vont venir la chercher le mois prochain pour qu'elle vive avec eux. La tante pâlit. Mais l'argent qu'ils m'envoient ne vous sera plus envoyé, termina Madame Keta. Et nous surveillerons votre situation pour nous assurer qu'aucun autre enfant ne soit maltraité sous votre toit. Monsieur Abdoulaye regarda la femme dans les yeux. Vous aviez une opportunité d'être pour cet enfant ce qu'une tante devrait être, une protectrice, une deuxième mère. Au lieu de ça, vous avez choisi de l'exploiter. J'espère qu'un jour, vous réaliserez ce que vous avez perdu. 2 semaines plus tard, les parents d'Astou vinrent la chercher. Ils avaient trouvé un emploi dans la ville même et pouvaient enfin vivre ensemble en famille. Quand Astou fit ses adieux à la classe, elle était radieuse. « Merci », dit-elle en serrant Monsieur Abdoulaye dans ses bras. « Merci de m'avoir protégée. »« C'est mon travail », répondit-il avec un sourire. « Protéger tous mes élèves, riches ou pauvres. » Quelques semaines plus tard, alors qu'Aya était en train de réviser ses leçons après l'école, Monsieur Koné l'appela dans la salle des professeurs. « Aya, viens ici une minute. » Inquiète, Aya le suivit. Dans la salle des professeurs, tous les enseignants étaient réunis, avec des sourires mystérieux. « Aya, » commença Madame Annabelle, « nous avons été tellement impressionnés par ta présentation, ton courage, et tes résultats scolaires que nous avons fait quelque chose. » Elle lui tendit une enveloppe. Aya l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une lettre officielle. « Cher Aya, felicitations. Vous avez été sélectionné pour recevoir une bourse complète d'excellence, couvrant toutes vos études jusqu'à l'université. Cette bourse inclut les frais de scolarité, les fournitures, l'uniforme et une allocation mensuelle pour vous et votre grand-mère. » Aya n'alla pas plus loin. Elle éclata en sanglots. « C'est vrai. » « C'est très vrai, » dit Monsieur Abdoulaye en posant la main sur son épaule. « Ton rêve de devenir médecin, il vient de devenir beaucoup plus réalisable. Mais comment, qui a payé ça ? » Madame Annabelle Surratt. Plusieurs personnes. Le père de Draman a fait un gros don. Des professeurs ont contribué. Et l'école a créé un fonds spécial pour les élèves brillants qui ont besoin d'aide. Monsieur Koné ajouta. Tu as montré à tout le monde que la vraie richesse vient du cœur, du courage et de la détermination. Tu mérites cette chance. Aya pleura tellement qu'elle pouvait à peine respirer. Quand elle rentra chez elle ce soir-là et l'annonça à sa grand-mère, les 2 femmes s'enlacèrent et pleurèrent de joie. Tu vois, ma petite, dit maman Aminata en essuyant ses larmes, Dieu ne t'a pas donné de cadeau matériel pour Noël. Mais il t'a donné quelque chose de bien plus précieux, l'opportunité de réaliser ton rêve. À la fin de l'année scolaire, lors de la cérémonie de remise des prix, quelque chose d'inhabituel se produisit. Monsieur Abdoulaye monta sur scène pour un discours spécial. Cette année, commença-t-il, notre classe de CM2 m'a appris quelque chose. Ils m'ont rappelé que l'éducation ne consiste pas seulement à remplir des têtes avec des connaissances. Elle consiste à former des cœurs. À enseigner la compassion, l'empathie, la générosité. Il fit un geste vers la classe. Au début de l'année, après Noël, j'ai observé une division dans cette classe. Les riches d'un côté, exhibant leurs cadeaux. Les pauvres de l'autre, silencieux et humiliés. Mais regardez-les aujourd'hui. Dans le public, Draman était assis à côté d'Aya. Mariam avait le bras autour des épaules de Mamadou. Des amitiés improbables s'étaient formées.
Ils ont appris que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. Que la gentillesse ne coûte rien mais vaut tout. Que nous sommes tous précieux, indépendamment de notre compte en banque. Il fit une pause. Et je dois dire, c'est la classe dont je suis le plus fier dans toute ma carrière. Les applaudissements éclatèrent. Puis ce fut au tour de Madame Annabelle de remettre un prix spécial. Le prix de l'humanité, annonça-t-elle, va à un élève qui a montré une croissance exceptionnelle dans la compassion et la générosité. Cette année, ce prix va à Dramain. Draman, choqué, monta sur scène sous les applaudissements de tous. Draman a commencé l'année en exhibant sa richesse, dit Madame Annabelle avec un sourire taquin. Annabelle avec un sourire taquin. Il a terminé en partageant cette richesse et en apprenant que la vraie valeur d'une personne réside dans son cœur, pas dans son portefeuille. Draman, rouge comme une tomate mais rayonnant, prit le microphone. Je veux juste dire merci. Merci à Aya, qui m'a montré qu'on peut être fort sans avoir d'argent. Merci à Monsieur Abdoulaye, qui m'a appris à voir au-delà des apparences. Et merci à ma classe, qui m'a accepté même quand j'étais un peu, comment dire, arrogant. Les rires fusèrent, bienveillants. Je ne serai plus jamais le même, conclut-il. Et c'est une bonne chose. Ensuite, Aya reçut le prix d'excellence académique. Monsieur Koné lui remit sa médaille. Aya, dit-il, tu es la preuve vivante que rien ne peut arrêter un rêve porté par la détermination. Continue comme ça, et tu seras la meilleure médecin que ce pays ait jamais connue. En descendant de scène, Aya croisa le regard de sa grand-mère dans le public. La vieille femme pleurait de fierté, tenant contre son cœur le bracelet en perles qu'elle avait fait pour sa petite fille tant d'années auparavant. 5 ans passèrent. Aya, maintenant au lycée, était première de sa classe. La bourse qu'elle avait reçue avait changé sa vie. Sa grand-mère ne vendait plus de beignets tous les jours, juste le week-end pour rester active. Elle vivait décemment, dans une petite maison qu'un donateur anonyme, Monsieur Abdoulaye soupçonnait le père de Draman, avait aidé à rénover. Draman était aussi au lycée, mais dans une autre section. Il avait gardé contact avec Aya et les autres. Il était devenu président du club de charité de son lycée et organisait des collectes pour les orphelinats. Astou vivait heureusement avec ses parents et était devenue une excellente élève en littérature. Elle écrivait des poèmes sur la résilience et l'espoir. Mamadou, avec le téléphone que Draman lui avait offert, avait appris la programmation informatique en ligne. Il créait maintenant des applications et gagnait même un peu d'argent en freelance pour aider son père. Un jour, Monsieur Abdoulaye reçut une lettre collective de ses anciens élèves. Cher Monsieur Abdoulaye, nous voulions vous écrire pour vous dire merci. Merci pour cette année où vous nous avez appris que l'humanité compte plus que l'argent. Que la compassion est plus précieuse que n'importe quel téléphone. Nous sommes maintenant adolescents, et le monde essaie de nous dire que notre valeur dépend de ce que nous possédons, de combien nous gagnons, de notre statut social. Mais chaque fois, nous nous rappelons vos leçons. Aya va devenir médecin et soigner les pauvres gratuitement. Draman va reprendre l'entreprise de son père et veut créer un programme d'emploi pour les jeunes défavorisés. Mamadou va étudier l'informatique pour créer des technologies accessibles à tous. Astou va devenir écrivaine pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Tout ça parce que vous nous avez montré que nous sommes tous égaux. Que nous avons tous de la valeur. Merci, monsieur. Merci du fond du cœur. Vos élèves reconnaissants. Monsieur Abdoulaye lut la lettre 3 fois, les larmes coulant librement sur son visage. Il la rangea précieusement dans son tiroir, à côté de la photo de lui enfant en haillons. C'est pour ça que j'enseigne, murmura-t-il à lui-même. Pas pour remplir des têtes, mais pour former des âmes. Les vrais cadeaux ne se trouvent pas dans les boîtes emballées. Ils se trouvent dans les leçons apprises, les amitiés forgées, la Kempasche veillée, les préjugés brisés, les cœurs transformés. La richesse matérielle est temporaire. La richesse du cœur est éternelle. Un téléphone vieillira et sera remplacé. Mais la gentillesse que vous montrez, la générosité que vous pratiquez, et l'amour que vous partagez, cela, personne ne peut vous l'enlever. Nous sommes tous égaux en humanité. Que vous soyez né dans un palais ou dans une cabane, vous avez le même droit au respect, à la dignité et à l'amour. L'éducation la plus importante n'est pas académique, elle est humaine. On peut être premier de classe et avoir un cœur dur. On peut être dernier de classe et avoir un cœur d'or. Choisissez toujours le cœur. Et rappelez-vous, ce qui compte n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous faites avec ce que vous avez.